Au mois de janvier, alors que je séjournais dans le sud pour présider l'assemblée générale de mon association avec Sylvie On s'aime pour la vie, je suis allé retrouver Patrice de Colmont au domaine agroécologique de la Mole afin qu'il m'explique son projet et la raison pour laquelle beaucoup de monde dans la région appelle son château le château d'Antoine de Saint-Exupéry. En fait, c'est pas le château d'Antoine de Saint-Exupéry, cette propriété, elle a appartenu aux Fontcolombes, les boyers Fontcolombes de la Mole, depuis 1770. Et Marie de Fontcolombe s'est mariée avec un Saint-Exupéry. Et ils ont eu 5 enfants, dont Antoine. Donc Antoine, comme ses frères et sœurs, ont vécu ici au tout début de leur vie d'enfant. Et en fait, il y est très peu revenu après. Mais pourquoi? Parce que c'est une histoire un peu triste. Le père d'Antoine, donc le mari de Marie, s'absentait souvent pour de longues périodes, pour des raisons professionnelles. Et une fois où il était obligé de s'absenter pendant très longtemps, son retour est annoncé. Et donc les enfants sont heureux, on prépare une espèce de petite fête, chacun y va de son poème, de sa petite chanson. Et puis le jour J arrive, Marie, donc la maman d'Antoine, descend avec son frère et l'omnibus à cheval de la maison à la gare de Cogolin pour chercher son mari. Et donc les enfants se préparent, ils sont ici sur l'esplanade. Et puis le père d'Antoine descend du train, et en descendant du train, il a une crise cardiaque et il meurt. Oh! Et donc il y a un retour évidemment très 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 triste de la maman d'Antoine. Et puis une espèce de rejet entre guillemets de la maison ici. Et toute la famille part dans une propriété d'une tante qui est près de Lyon. Donc la vie d'Antoine ici à la Mole n'a pas duré très longtemps. Ce qu'on peut dire par contre, c'est que plus tard, Marie revient vivre ici. Et pendant la guerre, Antoine, qui est basé en Corse et qui fait des raids aériens pour aller faire des prises de vue des défenses allemandes, il a souvent été tenté, et il l'a fait, de venir saluer d'un battement d'aile sa maman. Et la légende dit que très certainement, quand Antoine s'est fait descendre, c'était au retour d'un raid photographique au-dessus de Lyon, dans la région de Lyon. Et donc la légende dit qu'il a fait un détour par la Mole pour saluer d'un battement d'aile sa maman, puis il a continué direction la Corse et donc la Ciotat. Et là, badaboum, catastrophe, il s'est fait descendre par un aviateur allemand. Donc voilà l'histoire d'Antoine à la Mole, mais en même temps, on retrouve dans les écrits d'Antoine, dans pas mal de choses, les moutons, le renard, différentes choses comme ça. On sent très bien que son inspiration de tout ça lui est venue d'ici. Et puis ensuite, sa maman a écrit un petit recueil qu'elle a appelé « Sous mon arbre ». Sous mon arbre, c'est celui-ci, c'est ce beau platane. Et je crois qu'elle commence le recueil en disant quelque chose comme sous mon arbre que j'ai planté il y a 60 ans et que notre jardinier dit qu'il vivra 4000 ans. Donc nous ne sommes pas encore à 4000 ans, mais en tout cas, il est magnifique et vénérable. Tu me disais également que parmi les ancêtres de Marie, il y a de nombreux naturalistes. Du côté des Fontcolombes, dans chaque génération, il y a eu au moins un, voire deux naturalistes. C'est pour ça que sur la propriété, on trouve non seulement des plantes d'origine de la forêt des morts, mais aussi de toute provenance. Il y a même un séquoia, des chênes d'Amérique, il y a tous ces grands résineux comme ça. Et tout ça, ce sont les naturalistes Fontcolombes qui l'ont amené, entretenu. Il y a ce magnifique lilas qui là n'est pas en fleurs évidemment, mais c'est le lilas des Indes qui est magnifique. Et on peut dire que le lieu se prêtait complètement à mon projet de faire une propriété qui soit totalement orientée sur un grand respect de la nature, un grand respect de l'humain, et où on essaie de reconstituer la vie qu'avait cette propriété au XVIIIe siècle. Alors pour ça, la première chose que nous avons fait, ça a été de faire des analyses de sol, mais très complètes. Et ça nous a permis de voir à peu près ce que l'on pouvait cultiver à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. En même temps, on a mis en route un diagnostic faunistique et floristique, où là, ça nous a permis de découvrir une faune très variée et quelquefois très rare. Alors évidemment, ici, c'est entre autres le paradis de la tortue Hermann, mais pas seulement. C'est le paradis de plein d'autres espèces, quelquefois peu visibles pour un œil non averti, mais par contre, les gens qui ont fait ce diagnostic, qui sont le Conservatoire des espaces naturels, eux,
comme ils nous le disent, ils se sont régalés. Donc, une fois que le diagnostic et l'inventaire faunistique et floristique va être rendu, avec les analyses de sol, on va pouvoir mettre en place de façon définitive le projet. C'est-à-dire là, on saura exactement, là, il y a telle variété floristique qu'il faut préserver, donc en aucun cas, on ne devra intervenir. Là, par contre, il faudrait peut-être créer une lisière, parce que la tortue Hermann adore les lisières. Donc ça peut être intéressant de créer une lisière, parce que là, elle est dans son petit paradis à elle, et il faut au contraire l'aider, parce que notre objectif, c'est que dans quelques années, non seulement on ait préservé tout ce qui existe là et toute cette vie magnifique, mais qu'au contraire, on l'ait accentué encore. Et notre exemple constant, c'est le monastère de Solan, qui est dans le Gard, où des moniales orthodoxes, d'une ferme banale, en ont refait un lieu de biodiversité extraordinaire, et où la fameuse écrevisse à pattes blanches est revenue, où les ruisseaux coulent de nouveau, où toute la vie telle que le Créateur a souhaité qu'elle soit quand il a construit cette magnifique planète Terre, et bien que ça revienne comme ça. Voilà. Eh bien, écoute, Patrice, c'est un beau projet.